La troisième, c'est le titre. La troisième, elle revient. C'est toujours la première, comme dit Gérard de Nerval. 14e séance donc, de la troisième, donc en ce jour de la journée mondiale de l'orgasme, ce qui est quand même une performance. Hein, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Oui. Ouais. Ça, je savais. Et donc, comme chacun sait, enfin en tout cas ceux qui participent à ce séminaire doivent savoir que l'orgasme c'est une angoisse réussie. Donc nous sommes tenus à certaine excellence aujourd'hui. Alors comme c'est le dernier dimanche aussi, le dimanche jour de messe, donc avant les fêtes de Noël, donc je voulais insister aujourd'hui sur quand même la chance que nous avons de ce cadeau là de la troisième que nous devons à Patrick, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est Patrick qui l'a enregistré à Rome, et que Patrick quand même c'est, enfin à mon sens, le meilleur spécialiste du texte de Lacan, qu'il connaît par cœur et par cœur, ce qui empêche quand même certaines dérives par certains professeurs qui voient maintenant deux inconscients, un inconscient réel, enfin tout ça c'est il y a le business d'un côté, puisque Lacan c'est devenu une sorte de marque commerciale, et puis il y a le pouvoir de certains professeurs qui s'arrogent le droit de donner des leçons. Et heureusement qu'on a cette connaissance du texte de Patrick, donc, qui permet de retrouver les logiques et d'invalider certaines prétentions à avoir deux inconscients. Deux inconscients, pourquoi pas trois, parce que deux, c'est le petit bras, au moins qu'il y ait un inconscient imaginaire, un inconscient réel, un inconscient symbolique, pourquoi pas. Mais ça, c'est redondant. Redondant, c'est exactement comme fonctionnent la plupart des discours psychanalytiques, c'est-à-dire que ça tourne en rond, sans arrêt. Donc, justement, c'est pour ça que Lacan, qui avait un peu anticipé ça, à mon sens, disait « Est-ce que vous avez saisi un petit bout de réel là-dedans ?» Voilà. C'est justement pour empêcher que ça tourne en rond tout le temps, parce que sinon ça ronronne et ça tourne en rond, mais forcément il y a des ronds, vous allez le voir, c'est les cercles borroméens. Donc ben voilà, on va attaquer la troisième par une mise à plat des cercles borroméens, avec des petits schémas. Avant que tu as parlé de ça, le texte qu'on étudie est un texte qui a été, c'est une transcription directe sur l'enregistrement. Donc on a fait ça, ça a pris 2 ans pour un groupe de 15 à 20 personnes. Même plus, au cours d'un séminaire, on écoutait la bande et chacun essayait de... Alors il y avait des gens qui, d'ailleurs, je l'avais déjà dit, entendaient des phrases qui n'avaient pas été dites, ce qui montre que les associations... Puis ensuite, on se réunissait chez moi, à un peu moins nombreux, pour essayer de mettre en ordre. Alors ça a mis beaucoup de temps, voilà. Oui, parce que Patrick était un geek, enfin, si on peut employer cette réduction anglo-saxonne de la langue du capitalisme, donc geek, avant l'heure. Mais à l'époque, c'était plus compliqué d'être geek, parce que c'était des gros matériels. Donc, il se trimballait avec ces grosses bandes, là, pour arriver à enregistrer Lacan. Et heureusement, quand même, qu'il avait déjà ce caractère d'addiction à la technique, donc qui nous permet aujourd'hui d'avoir ce texte et de pouvoir travailler sur ce texte, comme on vous l'a dit, qui est très peu travaillé dans les écoles de psychanalyse, et on comprend pourquoi. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. On y va? Et si on allumait, ça serait pas... La technique, bon. Bon. On n'aurait pas dû éteindre. Ça va aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends. Non, mais là, ça ne sert à rien d'attendre. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est lié à ce câble-là? Qu'est-ce qui se passe? C'est la Tu première l'éteins? fois.
C'est la première fois qu'on parle de technique, et évidemment l'irruption du réel est immédiate. On a un problème technique. Attends. On ne met plus, il y a suffisamment de piles pour ne pas utiliser ça. Alors. Tout à l'heure, il marchait impeccable, hein. Le cercle de droite, Là, c'est le chez Madame. où se gîte le réel par rapport au sens. C'est bien, et c'est là que j'insiste, que j'ai insisté notamment lors de la conférence de presse, c'est que à nourrir le symptôme, le réel, de sens, on ne fait que lui donner continuité de subsistance. C'est un temps au contraire que quelque chose dans le symbolique se resserre de ce que j'ai appelé le jeu de mots, l'équivoque, lequel comporte l'abolition du sens, que tout ce qui concerne la jouissance, et notamment la jouissance phallique, peut également se resserrer. Car ceci ne va pas sans que vous vous aperceviez de la place dans ces différents champs du symptôme. La voici telle qu'elle se présente dans la mise à plat du nœud borroméen. Le symptôme est irruption de cette anomalie en quoi consiste la jouissance phallique, ce pour autant que s'y étale, que s'y épanouit ce manque fondamental que je qualifie du non-rapport sexuel. C'est en tant que dans l'interprétation, c'est uniquement sur le signifiant que porte l'intervention analytique que quelque chose peut reculer du champ du symptôme. Dans le symbolique en tant que c'est la langue. C'est la langue qu'il supporte et que le savoir inscrit de la langue qui constitue à proprement parler l'inconscient s'élabore, qu'il gagne sur le symptôme. Ceci n'empêchant pas que le cercle marqué là du grand S ne corresponde à quelque chose qui, de ce savoir, ne sera jamais réduit, c'est à savoir l'Urverdrängt de Freud, ce qui, de l'inconscient, ne sera jamais interprété. En quoi est-ce que j'ai écrit au niveau du cercle du réel
mot vie, c'est qu'incontestablement, de la vie, après ce terme vague qui consiste à énoncer le jouir de la vie, nous ne savons rien d'autre, et tout ce à quoi nous induit la science, c'est de voir qu'il n'y a rien de plus réel, ce qui veut dire rien de plus impossible, que d'imaginer comment a pu faire son départ cette construction chimique d'éléments répartis, enfin dans quoi que ce soit, et de quelque façon que nous voulions le qualifier par les lois de la science, se serait mis tout d'un coup à construire une molécule d'ADN. C'est-à-dire quelque chose dont je vous fais remarquer que très curieusement, c'est bien là qu'on voit la première image d'un nœud. S'il y a quelque chose qui devrait nous frapper, c'est qu'on est mis si tard à s'apercevoir que quelque chose dans le réel n'est pas rien, la vie même se structure d'un nœud. Comment ne pas s'étonner qu'après ça, nous ne trouvions justement nulle part, ni dans l'anatomie, ni dans les plantes grimpantes qui sembleraient être expressément faites pour ça, aucune image de nœud naturel. Je vais vous suggérer quelque chose. Est-ce que ce serait pas là le signe d'un autre type de refoulement d'Urferdreht? Enfin, quand même, ne nous mettons pas trop à rêver. Nous avons avec nos traces assez à faire. Que la représentation, jusqu'à y compris le préconscient de Freud, soit justement ce qui fait que la J.A. que j'ai écrit et qui veut dire jouissance de l'autre en tant que parasexué, jouissance pour l'homme de la supposée femme, et inversement pour la femme que nous n'avons pas à supposer, puisque la femme n'existe pas, mais pour une femme, par contre, l'homme, qui lui est tout, hélas, il est même toute jouissance phallique, que pour cette jouissance de l'autre parasexué, qui n'existe pas, ne saurait même exister que par l'intermédiaire de la parole d'amour notamment, qui est bien la chose, je dois dire, la plus paradoxale et la plus étonnante, et dont il est évidemment tout à fait sensible et compréhensible, que Dieu nous conseille de n'aimer que son prochain, et non pas du tout de se limiter à sa prochaine, car si on allait à sa prochaine, on irait tout simplement à l'échec. C'est le principe même de ce que j'ai appelé tout à l'heure l'archiraté chrétienne. Cette jouissance de l'autre, c'est là que se produit. C'est là que se produit ce qui montre qu'autant la jouissance phallique est hors corps, autant la jouissance de l'autre est hors langage, hors symbolique. Car c'est à partir de là
saisit ce qu'il y a, comment dire, de plus vivant ou de plus mort dans le langage, à savoir la lettre. C'est uniquement à partir de là que nous avons accès au réel. C'est costaud, hein? Est-ce qu'on entendait bien? Hein? De toute façon, vous faites télécharger sur vos ordinateurs, celui qui est sur le site, et vous l'avez. D'ailleurs, je mets le lien tout le temps. Bon, alors, il y a beaucoup de choses. Tu veux commencer? Si tu veux, oui. Enfin, je veux juste présenter peut-être une manière de lire, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. C'est que ça, c'est une mise à plat du nœud. Donc ça veut dire que pour bien comprendre, ici, là, on a le nœud du réel qui va d'ici à ici. Donc c'est comme si on voyait le nœud sur un plan zénital, et on a le nœud du réel, enfin le cercle du réel, le cercle du symbolique qui va de cette barre à cette barre-là, et le cercle de l'imaginaire qui va là. Donc on voit ici, dans les intersections des trois boucles du nœud borroméen, donc ce que ça vient boucler, c'est le petit a. Le petit a, vous vous souvenez, la manière dont on le présente là, c'est ce qui vient boucher le trou du réel. Donc, mais c'est en même temps seulement, c'est le scénario fantasmatique, le petit a en l'occurrence, donc le plus de jouir, et c'est seulement à partir de ce petit a là, ici, central, parce que vous avez vu que ça ressemble à une espèce de comment on appelle le diaphragme photographique. Voilà, c'est quelque chose ici qui s'ouvre sur un vide. Ce vide-là, il est immédiatement comblé par l'objet petit a. C'est seulement parce qu'il y a l'objet petit a, c'est-à-dire qu'il y a toujours pour nous un scénario, un fantasme fondamental, qu'on peut considérer que le monde a du sens, qu'on est inscrit dans un registre du sens. Donc, à partir de là, donc, Lacan déploie dans ce premier schéma, parce qu'après Patrick en a un deuxième qu'il a reconstitué à partir de ça, à partir de l'évolution du travail de Lacan. Donc, vous avez réel, symbolique, imaginaire. Il place donc dans l'imaginaire représentation, préconscient, corps. Dans le symbolique, le sens, la mort. Dans le réel, ici, symptôme, vie. Dans les intersections, donc, entre symbolique et réel, vous avez la jouissance phallique. Ici, entre imaginaire et symbolique, vous avez sens. Ici, entre imaginaire et réel, vous avez la jouissance de l'autre, la science. La vie, on l'a vu, elle fait partie du réel. Et ici, donc, entre le réel et le symbolique, la jouissance phallique. Donc, voilà, je pense que c'est peut-être pas superflu de replacer ces éléments-là, parce que sinon on a du mal. Donc, vous imaginez que c'est le nœud, mais qui a été aplati, comme ça, regardé zénitalement avec ce qui le constitue. Donc, ce qui nous permet de l'analyser comme, le disait Patrick juste auparavant, comme une écriture. C'est-à-dire que c'est un réel, donc on n'y accède pas, on ne le voit pas, mais présenté de cette manière-là, ça fait comme un idéogramme, une écriture, et Lacan, apparemment, avait l'ambition, pas seulement apparemment, il avait l'ambition de créer une nouvelle écriture, c'est-à-dire d'inventer, grâce à cette mise à place du nœud borroméen, comme on l'a vu les dernières fois, en fait, par la parole, on crée sans arrêt de l'imaginaire, du symbolique et du réel, et en fait, quand on se méprend sur les interprétations, des compréhensions, de fausses compréhensions du monde, etc., c'est qu'on oublie qu'il y a imaginaire, symbolique et réel, qui a toujours ces trois aspects dans une parole. Donc là, justement, ça nous permet de réintégrer ces aspects-là et de les articuler en fonction de ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire au départ la notion de symptôme, puisqu'on va voir que la notion de symptôme évolue par la suite. Oui. Bon, alors, premier point. Bon, là, c'est une présentation générale. C'est important de souligner aussi que l'objet petit a, là, il a une nouvelle définition. Parce que dans sa première définition, il est produit comme effet du signifiant, c'est-à-dire que c'est le signifiant a comme effet le sujet, et il y a un reste qui n'est jamais pris par le signifiant, mais qui est quand même
produit par le signifiant, c'est l'objet petit a. Tandis que là, cet objet petit a, il est insaisissable. Hein. C'est une représentation, il l'écrit ici. C'est pas le trou, on l'obtient quand on tire sur l'un des trois ronds. Et ça se coince. Et c'est là qu'on a quelque chose de l'ordre de l'objet petit a comme réel. Ça coince quelque chose, ça bute, et c'est des représentations du réel. C'est des façons de parler du réel qui fait toujours buter. Qu'on passe par l'imaginaire, qu'on passe par le réel ou par le symbolique, ça fait buter, ça se coince. Voilà, on n'arrive pas au réel directement, on a toujours l'objet petit a qui vient s'interposer, parce qu'il a deux faces, il a une face réelle et une face symbolique. Donc c'est pour ça qu'il vient faire office de ce qui nous protège du trou, en fait. Alors, il y a quelqu'un qui est venu ici et qui a vu... Non, c'était pas celui-ci, c'était celui d'après. C'est-à-dire celui que Patrick avait constitué, donc ici c'est mon bureau, donc quelqu'un est venu, a vu ça et m'a dit « Ah oui, c'est vachement intéressant, mais il est où le sujet là ?» On dira justement, parce qu'il n'y est pas. Voilà, il ne peut pas y être. Parce que le sujet, c'est ce qui est exclu de l'image. Donc il ne peut pas être dans la représentation. Alors, puisque tu es parti de ce point de vue-là, ce qui est très important, c'est que le nœud borroméen, il vient, comme dit Lacan, il lui vient comme bague au doigt. C'est-à-dire que depuis le début de son enseignement, d'ailleurs dès sa première conférence, avant le discours de Rome, en 1953, il a fait une conférence qui a été transcrite sous la rubrique, enfin sous le nom « Réel, imaginaire et symbolique ». Donc il avait déjà au moins l'intuition, et même plus que l'intuition, puisque c'était déjà des choses d'élaborer, des différences des catégories imaginaires, réelles et symboliques qui sont hétérogènes les unes aux autres. Sauf que le réel, au début, c'était difficile de le distinguer de réalité. Enfin, c'était le début. Hein. Et puis, tout au long de son enseignement, pendant les premières années, il a beaucoup insisté sur la fonction de la parole et le champ du langage, puis sur l'écriture. Et au fond, ce qu'il recherchait, c'est comment arriver à faire fonctionner ces trois catégories en même temps, puisque quand on parle, justement, elles y sont toujours présentes. On est dans le réel, dans l'imaginaire, dans le symbolique. C'est à ce moment-là qu'il a effectivement trouvé ce nœud qui lui a permis de coller ces différentes instances, et c'était confirmé bien sûr par un mathématicien qui l'a accompagné tout le long, qui lui a permis donc d'entrer dans une nouvelle étape de son enseignement, puisqu'il s'agissait toujours pour lui d'une élaboration de ce qu'il appelle la structure, lui. Alors il y avait la structure qui aboutissait au mathème à un moment donné, donc c'est pas de l'algèbre vraiment, mais c'est des écritures algébriques de la lettre, c'est-à-dire que le réel, il est dans la pensée de Galilée. Le réel, on l'attrape si on marque des petites lettres. Petit a, petit b, petit c, on arrive à cerner un certain réel. Donc on peut parler du réel à partir d'un type d'écriture qui sont des lettres. C'est comme ça qu'on mathématise le réel. Et le mathème était l'aboutissement pour Lacan d'une possibilité de transcrire intégralement, transmettre intégralement le réel. Et puis patapap, ça tombe, et il se retrouve avec une nouvelle structure qui lui est plus convenable, c'est justement le fameux nœud borroméen, lequel est résistant à la mathématique, ne permet pas la transmission intégrale, permet de jouer de l'entre-deux, on l'a évoqué tout de suite, et donc c'était l'outil idéal qui lui convenait, puisque la structure borroméenne, dans sa représentation, elle est identique à ce qu'elle est réellement. Ça, c'est formidable. D'habitude, quand on fait un schéma, ça ne correspond pas vraiment au réel. Tandis que là, ça colle. Ça, c'était très utile pour lui. Alors, première chose qu'il a dite là tout à l'heure, je crois qu'il faut qu'on insiste sur ces points-là, puisque quand même, on a vu les choses auparavant, mais on reviendra dessus. Comment il insiste? Il dit que l'interprétation, justement, elle joue de l'équivoque, c'est-à-dire qu'en gros, elle joue du non-sens. Ça, cette définition de l'interprétation chez Lacan, c'est pratiquement constant dans son enseignement. Hein, c'est-à-dire qu'il a toujours appuyé sur l'idée que dans la cure, on interprète dans le texte
de l'analysant et pas du tout dans ses fantaisies. On intervient au niveau de son texte et tout spécialement dans des moments où on joue de l'équivoque pour faire apparaître ce qu'on dirait un moment de non-sens, au sens anglais du terme. Mais ça veut dire que c'est un carrefour de sens. À un moment donné, il y a des propos qui sont tenus par le sujet, et si on les ponctue à ce moment-là, alors ça peut être par l'interprétation, ça peut être par la suspension de la séance, ça peut être par une scansion, il redémarre autrement, une façon de pointer là un carrefour de sens qui peut l'emmener dans différentes orientations. Hein. Oui. Donc pour bien alors, saisir... Lacan insiste beaucoup là-dessus. Bien saisir l'importance de ce que dit Patrick maintenant, c'est le sujet lui-même est charrié véhiculé par la chaîne signifiante. Donc, la seule manière, justement, de faire sortir, c'est-à-dire de réduire le symptôme, comme on l'a vu ici, c'est pas de donner du sens à son symptôme. C'est-à-dire que dès que vous rentrez dans un univers de sens, on vous interprète quelque chose en disant ça c'est ça, ça c'est ça, avec un jeu de correspondance, avec une représentation et des réalités, vous nourrissez le symptôme du sens. Donc c'est plus possible d'en sortir. Donc la seule manière, là, c'est de réduire la possibilité de nourrir de sens. Parce qu'on l'a vu même en biologie, avec ton ami spécialiste du sida, il s'agit d'affamer la prétention du réel à mordre sur le symbolique. Donc, on parle du petit poisson vorace. Oui. Donc, tous les pseudo-psychanalystes, parce qu'il est quand même majoritaire hein, là-dedans, qui font des interprétations des lapsus des hommes politiques, des trucs comme ça c'est absolument contraire à l'enseignement lacanien et à la psychanalyse tout court, puisque l'interprétation, elle va porter sur l'équivoque, c'est-à-dire faire rentrer d'un seul coup, faire dérailler la chaîne signifiante pour créer un carrefour, pour arrêter de nourrir le symptôme du sens. Sinon, l'enchaînement spontané va être de développer le symptôme, et plus on le nourrit, plus il grossit. Alors on peut donner un exemple. Quelqu'un dans un rêve raconte un rêve, bon, il est à la campagne, et puis il rêve d'une maison. Alors, il y a deux types d'interprétations. L'analyse qui dit « Ah oui, ben ça c'est la maison de votre grand-mère, quoi, puisque vous m'en avez parlé ces temps-ci, donc c'est la maison de la grand-mère. » Alors évidemment, on donne du sens. Par conséquent, il va approvisionner ça, puisque vous lui donnez un bout de sa chaîne historique, il va vous en donner, puisque vous lui avez proposé cette voie. Alors que la bonne interprétation, c'est de relever justement le terme, non pas, c'est pas une maison qui est représentée, mais c'est le mot, sur le mot maison, que ça joue l'interprétation. C'est-à-dire lui pointer qu'il a dit maison. Hein, maison, mais où va-t-on, ou maison, où en sommes-nous, des choses comme ça. C'est de jouer sur ce point-là, comme je l'avais explicité là il y a quelque temps, à propos de la phrase « les noms du Père », hein, et les noms du Père. C'est le même savoir, mais ça n'a pas le même sens. C'est là-dessus que ça joue tout le temps. Ce qui vous donne aussi une approche de ce qu'on pouvait parler de séances chez Lacan, qui... On disait des séances courtes, ce qui n'a jamais été son terme, c'était des séances, et c'est comme ça que ça procède, où l'analysant, il est toujours pris de court par rapport au signifiant qu'il est en train d'avancer. Il ne pourra pas achever son texte par une signification achevée. Donc la séance va être suspendue ou va être ponctuée plusieurs fois sur des points qui vont pour lui faire des points de capiton, qui vont faire même des points de mémoire, mais qui n'ont pas de sens. Il sort de là, il n'a rien compris, mais il a parlé, il a dit quelque chose, et ça va lui revenir autrement si on considère que, après tout, la langue constitue des réseaux, et que l'inconscient est fait de réseaux, donc ça reviendra tôt ou tard. Hein, voilà, c'est une explication. Même le rapport entre le signifié, c'est-à-dire la signification, la manière dont le sens chute dans quelque chose qui se rigidifie. L'élever au niveau du sens, c'est déjà le faire flotter un peu, et c'est le mettre dans sa possibilité de connexion avec le non-sens. Puisque le sens, c'est la signification plus le non-sens. Il faut qu'il y ait du non-sens, justement, pour qu'il y ait du sens. Si on est dans le sens, on est hors réel, alors que justement, il faut faire touche de réel. Justement.
Donc il faut raser le sens pour qu'il y ait une touche du réel. Hein, et une touche du réel qui concerne effectivement le signifiant, mais comme étant une touche de réel. C'est ça la chose. Voilà. Alors il explique bien à propos de l'équivoque signifiante. Lui, il va changer de position par rapport à ça, mais on en est là pour l'instant. À force de jouer du non-sens par rapport au sens, on réduit l'empan, si vous voulez, du symptôme, et il pense qu'on va pouvoir le dissoudre dans le réel. C'est ce qu'il pensait à l'époque, après il va dire que non. Enfin, bon, pour l'instant, il en est là. S'il fait ça, ça veut dire qu'aussi, il obtient une réduction de la jouissance phallique, dont il disait qu'elle était anomalique. Hein, la jouissance du blablabla, quoi. Hein. C'est pas simplement la jouissance de l'organe. Là aussi, peut-être on peut dire, pour replacer les choses, donc on a une jouissance du corps, et quand arrive la jouissance phallique, donc elle vient marquer un excès, quelque chose qui déborde, et déborde le simple fait de jouir d'un corps, ou de jouir de la vie. Il y a quelque chose d'autre qui se passe. Cette jouissance phallique, elle est liée au fait que le langage est venu parasiter, coloniser l'ensemble du corps. Donc avec quelques îlots qui survivent, bon ça on verra plus tard, on a déjà vu, mais il faut y revenir sans arrêt, tout ce qui a été dit doit être redit encore et encore, mais je ne sais plus où j'en étais. Quelle jouissance, voilà. on peut l'illustrer avec le petit Hans, j'en ai parlé la dernière fois. C'est le petit Hans, il témoigne de quelque chose qui lui arrive et qui produit chez lui ce qu'il appelle un charivari. Hein, oui, évidemment, on comprend que c'est ses premières émotions orgasmiques, et il les vit comme étrangères. Comme tout sujet, ça lui arrive au moment où, dans les premières fois dans sa vie, il rencontre un orgasme comme ça peut lui paraître étranger, et en tout cas, ça peut même lui paraître dangereux. Hein. Donc c'est quelque chose qui le surprend. C'est pour témoigner d'une jouissance orgasmique qui est hors corps. Alors vous allez voir ce qui s'est passé comme transformation, parce que donc vous voyez jouissance phallique ici, et ici symptôme. Il écrivait comme ça à Rome, en espérant que le symptôme allait pouvoir se réduire. Et puis un peu plus tard il va changer, parce que à la place où il mettait le symptôme, il va mettre le phallus ici, hein, comme un réel, c'est-à-dire le phallus. C'est toujours le truc qui manque, c'est ça le phallus. On peut définir le phallus comme étant ce qui vient à la place de ce qui manquera toujours dans la nomination ou dans la chaîne signifiante. On ne pourrait jamais la boucler, il y aura toujours quelque chose qui reste, c'est ça le phallus. Donc le phallus, c'est tout ce qu'on ne sait pas, et on met un objet régulièrement là-dessus pour essayer de trouver un point d'appui. Il va le mettre là, là où il mettait le symptôme, il met le phallus. Et le symptôme, il va changer. Ici, le symptôme, c'est une éruption, en fait, d'après ce schéma-là à Rome, du réel dans le symbolique. Le réel qui se manifeste. Qui est une définition qui va garder longtemps, même en même temps, presque tout le temps. Donc il va dire que ça vient de Marx, ça. Quand quelque chose ne va pas dans le réel, ça fait symptôme. Quand quelque chose ne va pas dans une usine, les ouvriers se mettent en grève. Et Lacan interprète la grève comme étant un symptôme. Ça ne veut pas dire que c'est un symptôme d'un sujet, mais c'est d'un corps social. Voilà, irruption du réel dans le symbolique, avec l'espoir pour Lacan de le réduire, c'est-à-dire de débarrasser le sujet de signification qui l'encombre pour toucher le noyau même de l'affaire, en gros, hein, c'est ça que ça veut dire. Et là, vous allez voir, c'est ce qui va se passer dans le schéma qui viendra l'année suivante, puisque ça c'est quand même, oui, c'est l'année suivante qui viendra. Il va le placer plutôt comme une irruption du symbolique dans le réel. C'est-à-dire que quand on se met à écrire sur le réel, eh ben, c'est un artifice pour faire apparaître le réel, mais un artifice, c'est toujours de l'ordre du symptôme. Alors Lacan, il va très loin avec ce truc-là. Il va dire que, par exemple, la science, qui a pour visée de mathématiser le réel, a réalisé l'exploit extraordinaire de faire passer tout le réel dans le symbolique. Et les savants, ils n'ont plus affaire au réel, ils ont affaire uniquement à leur formulation, et ils sont complètement paumés. C'est pour ça que Lacan va dire que c'est un symptôme, puis finalement il va dire que c'est un fantasme.
La science est un fantasme, uniquement parce qu'il n'y a plus de réel dans le discours des savants. Le réductionnisme de toutes les approches qu'on peut faire, alors si on approche l'homme à partir du réductionnisme, vous êtes réduit aujourd'hui à quelques brins d'ADN et d'ADN, ou de je sais pas, la génétique, et ça ne rend pas compte de ce que c'est qu'un organisme entier. Alors, je pointe ce truc-là parce que, curieusement, Lacan, j'avais oublié qu'il l'avait fait là, mais j'avais vérifié ça. Quand il dit qu'il interroge la vie, hein, alors il dit mais qu'est-ce que c'est que la vie? On ne sait pas ce que c'est. Par contre, il parle des savants qui disent que probablement à l'origine de la vie, il y a des nouages d'ADN, et que c'est quand même bizarre. Et là, il est assez malin hein, quand même, parce qu'il fallait le faire à l'époque. Moi, j'avais vu à l'époque, c'est le compte-rendu de gens qui faisaient le travail sur l'ADN, et qui montraient des photos où on avait l'impression qu'il y avait des boucles, et même presque un nœud trèfle, comme faisait Lacan au tableau. Mais lui, il trouve ça bizarre, parce qu'il dit c'est bizarre, parce que si c'est comme ça, comment ça se fait qu'il n'y a pas de nœud dans le corps, et pas de nœud dans les plantes hein, il parle des plantes grimpantes, mais il n'y a pas de nœud, ça n'existe pas. Donc c'est autre chose. Et en fait, la réalité, c'est que j'ai fait vérifier, moi, je suis allé voir Thomé, puisque Souris n'était plus là, avec ces trucs-là, qui était un peu effectivement étonné de voir ces choses-là, qui a bien regardé ce que c'était, il dit non, ça c'est que des analogies de savants. Hein, ce n'est pas un réel d'enroulement d'ADN qui font des nœuds au sens où il faut les dénouer et non pas les défaire comme ça. Voilà. Alors Lacan le pointe d'une façon tout à fait intéressante, mais lui à l'époque, il ne savait pas ça. Hein. Il ne savait pas que ses recherches scientifiques étaient sur une impasse, et puis il y en a eu d'autres après. Hein. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Alors, bon, alors voilà ça. Peut-être non, je suis à la dans fin. le symbolique. Moi, je suis à la fin. Bon. Bon, alors j'ai pris le second passage à propos de ces plantes grimpantes et de tout le reste. Très intéressant à savoir, c'est que au fond, il le dira un peu plus tard, on peut jamais réduire, on ne peut pas guérir, on peut jamais réduire le symptôme. On peut le simplifier, mais à un moment donné, le symptôme est irréductible. Donc le sujet, il aura affaire à son symptôme, il faudra qu'il se débrouille avec, apprendre à savoir le manier dans son existence pour en faire quelque chose d'autre qu'une simple anomalie dans son existence. Ça, il va être très, très précis à ce niveau-là. Mais il va ajouter qu'il y a une partie, par contre, de l'inconscient qui se constitue dans le prolongation du symptôme, que je vais prendre le second schéma maintenant. L'inconscient, il est noué au symptôme, comme ça, et une partie de l'inconscient ne sera jamais réduite. C'est ce que dit Freud à propos du refoulement originaire. Hein. Quelque chose ne sera jamais réduit de l'inconscient. Ça fera toujours buter, répétition, et que ça compte. Alors, puisque tu en as parlé au début, un petit peu, il y a quand même des analystes qui finissent par, à partir d'une petite phrase de Lacan qui s'éprouve dans la préface à l'édition anglaise du séminaire 11, une petite phrase où ils disent qu'il y a deux inconscients. Il y a l'inconscient structuré comme un langage, celui qui vient en analyse, et puis il y aurait un autre inconscient qui serait réel, qui serait lié au savoir réel de la langue, et qui lui, ils l'appellent l'inconscient réel. Tréma, inconscient réel. Hein, trait d'union, tu veux dire. Avec un trait d'union. Ils font une nomination de cette chose-là. Ils ne parlent même plus de l'Ouverdrang de chez Freud. On aurait pu dire, ben oui, ben c'est très bien, à un moment donné, il y a le refoulement originaire qui n'est jamais levé. Eux, ils font cette chose-là. Voilà des petits points. Ce qui est une erreur grossière de substantiver l'inconscient. Parce que, comme Lacan le montre tout le temps dans son enseignement, l'erreur à ne pas faire, c'est de substantiver. C'est évidemment l'erreur dans laquelle on plonge tout le temps. Mais là, c'est bien clair, puisque dans le symbolique, on entend que c'est la langue
donc la langue en un seul mot, qui le supporte et que le savoir inscrit de la langue qui constitue à proprement parler l'inconscient s'élabore. Donc on voit que c'est dans la langue que l'inconscient réside. Il y en a qui se demandent où est l'inconscient, ils pensent qu'il est dans la tête, dans le corps, etc. Non, il est dans la langue, l'inconscient. Mais nous sommes nous-mêmes colonisés par la langue. Donc, il n'est pas substantialisable a priori, puisqu'il n'apparaît qu'au moment où on parle, où le sujet parle plutôt que on. Sinon, il n'est absolument pas localisable. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire, en vérité, il y en a qui font des interprétations d'œuvres d'artistes, etc. Ça n'a aucun... Ça n'a pas de bon sens, comme disent les Québécois. Non, c'est aucun intérêt. L'inconscient, en fait, ça ne marche que dans l'interprétation d'une parole avec un corps parlant. Voilà. Alors, voilà. Le mystère du corps parlant, comme dit Lacan. Hein. On ne sait pas, on ne saura jamais pourquoi l'espèce humaine est la seule espèce animale parlante. Il n'y a pas d'autre espèce animale parlante au sens de langage et de langue telle qu'on en parle. Alors l'effet effectivement de la langue parlée, qui est déjà là depuis toujours, pour nous c'est comme ça, il n'y a pas une origine zéro où c'est apparu, on ne peut avoir que des hypothèses mythiques pour mettre une origine quelque part, pour se repérer, ça peut être utile. Pour Freud c'est par exemple le tyran de la robe primitive qui lui permet d'expliquer un départ, mais enfin ce n'est qu'un mythe. Et là au moins cette langue qui est parlée, c'est-à-dire que les humains, ils sont dans un bain de la langue, hein, qu'il s'agisse de la relation singulière entre le nourrisson et sa mère, qui l'imprègne de cette langue, mais qu'il s'agit de ce qu'on entend tous les jours. On entend tous les jours parler autour de nous, ça bourdonne, vous allez dans des tas d'endroits, vous ne comprenez pas ce qui se dit, mais vous êtes dans la langue, vous êtes dans un milieu familier, tout ça. Ben, la langue, justement, du fait qu'elle est parlée, elle colonise le corps, et c'est parce qu'il y a une rencontre contingente, parce que c'est une contingence de rencontres entre la langue et un corps qu'on pourrait appeler du nouveau-né, que se constitue la structure langagière que l'on appelle l'inconscient. C'est ça, si on peut le poser, c'est dans ces termes-là que ça se pose. De l'inconscient qui devient à ce moment-là structuré comme un langage. Alors attention, Lacan il dit bien comme un langage, il ne dit pas comme le langage. Il ne faut pas confondre ça. Okay, comme un langage. Et pour constituer un langage, il suffit d'avoir deux termes, plus et moins, et de faire des combinaisons de plus et de moins pour obtenir une multiplicité de signes qui permettent d'expliquer comment peut se constituer un langage à partir d'un message et d'un code. Il faut, oui, faut qu'il y ait du deux. De toute façon, hein, il faut une paire, voilà. Voilà, ce qui caractérise le langage, donc au départ dans le travail de Saussure, c'est il y a le signifiant, le signifié, mais ce sont des mondes à part, c'est-à-dire qu'il y a une barre entre. Or, le fait de passer la barre, il n'est pas neutre. Quand on parle c'est tellement simple, en fait c'est pour ça qu'on n'arrive pas à le dire, et c'est très compliqué à dire, parce que c'est trop simple, c'est que appartenir au registre de la langue, c'est tellement évident que je ne me rends pas compte que je suis dans la langue, et au bout d'un moment, je vais croire que ce que je dis correspond à une réalité, alors que ça fonctionne en boucle, le système du signifiant. C'est-à-dire que si Lacan met le réel ici avec le corps, en fait, le système symbolique, lui, il fonctionne de manière autonome. C'est un signifiant appelle un autre signifiant qui appelle un autre signifiant, etc. Et c'est une chaîne qui se déroule sans fin. Mais il n'y a pas a priori de rapport avec le réel. C'est-à-dire que le réel n'est pas là-dedans, justement. Le symbolique, c'est ça, et le réel, il apparaît comment ? C'est ça qui dit qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Voilà, c'est ça que ça veut dire, il n'y a pas de rapport sexuel. Hein ? Donc, il y a des zones intermédiaires. Donc ça, c'est toute l'évolution de son travail jusqu'à... on peut dire que le travail de la cure analytique, c'est de réduire justement à la contingence même de la chaîne signifiante. C'est-à-dire que si l'analysant vient raconter des choses et qu'on rentre dans le jeu des représentations,
on n'est pas dans le signifiant, on est dans l'imaginaire partagé d'un système de représentation. Or, en réduisant, tout le travail consiste à réduire à la contingence du système signifiant. C'est-à-dire le sujet est pris dans la chaîne signifiante. Mais il y a, bien sûr, le corps qui est rattaché. Mais comment il est rattaché à ça? Donc, c'est là où, dans les derniers temps de son enseignement, Lacan, qui au départ, donc, quand on fait ce qu'on appelle une interprétation extravagante, comme de dire ça c'est ça ou ça c'est ça, qu'on n'est pas dans l'équivoque signifiante, on est dans le signe en fait, c'est le signe de quelque chose d'autre. Or, Lacan va revenir sur la notion de signe pour réintroduire la notion de lettre, c'est-à-dire le réel qui apparaît sous la forme d'une lettre. Il n'y a pas d'autre idée sensible du réel que le trait décrit. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où il écrit la lettre A qu'il fait apparaître un certain réel, parce que sinon il n'y a pas de réel. Donc là il y a une matérialité, mais c'est une matérialité littérale. C'est là son jeu de mots entre le littéral et le littoral, c'est-à-dire que la seule matérialité à laquelle on est vraiment accès, c'est une matérialité. On n'a pas accès directement à l'objet, vous n'avez pas accès directement à votre corps, ni aucun autre corps. Hein. C'est une projection, mais en vérité, il y a toute une série de films de Buñuel, je crois, la période surréaliste, où il raconte des petits scénarios où faire une chose simple, les gens n'y arrivent pas. Parce qu'on s'imagine des choses, mais en vérité, on est pris dans une chaîne signifiante et on n'accède pas véritablement à la chose. Donc, l'impossibilité d'accès à la chose devient l'objet même de notre recherche. C'est là où la cure analytique peut effectivement, en resserrant la contingence, réduire le symptôme, en réduisant justement cette prétention d'accès au réel qui ne l'est pas. Donc, la réduction ne peut pas aller jusqu'à l'infini parce qu'après, il y a une part de jouissance qui est inscrite dans le corps lui-même. Donc là, cette partie-là de jouissance, elle est ininterprétable. Parce que c'est le seul support qui reste au sujet. Si ça était dissous, il n'y aurait plus de sujet non plus. Il faut qu'il y ait un minimum de support pour qu'il y ait un sujet. Donc ça, c'est la notion de symptôme quand Lacan passe du symptôme au symptôme. Bien. Peut-être sur la notion. Que quand tu as pointé l'histoire, on attrape des bouts de réel, quoi. Hein. Le réel, c'est pas un plein comme ça, inabordable. On n'en attrape que des bouts, des petits bouts. Chacun attrape un petit bout. Le symptôme, c'est un petit bout de réel. L'objet pita, c'est un petit bout de réel qui se manie pas de la même façon, qui n'ont pas forcément de correspondance précise. Hein. Ouais. Alors. C'est difficile d'expliquer ça, mais il y a un truc, par exemple, Hitchcock qui raconte un film qu'il a voulu faire et qu'il n'a pas fait. Il montrait une chaîne de montage, comme ça, où est en train de se construire une voiture. Vous avez déjà vu des films comme ça, où vous voyez des robots qui assemblent une voiture, etc., où la chaîne signifiante assemble tous les éléments entre eux. La voiture se construit parfaitement, tout est ajusté, etc., et il ouvre la porte, et il y a un cadavre qui tombe. Ça, c'est justement le réel en plus. C'est-à-dire que c'est ce qui échappe à la chaîne signifiante, mais qui fait qu'il y a une chaîne signifiante. Donc le réel apparaît toujours... L'ouvrier qui a reçu une clé à molette, qui est resté coincé dans la voiture. Donc la notion de réel et de symbolique, il y a des fois, je suis dedans, j'arrive à le dire, et puis c'est tellement simple, parce qu'on est pris tout le temps dans cet enchevêtrement imaginaire, symbolique et réel. C'est pour ça qu'il a cherché à créer ce type d'écriture, pour nous faire rentrer dans le côté très, très simple que ça représente, mais nous sommes trop complexes en fait pour arriver à... Non, trop compliqués, plutôt, pour arriver à saisir cette complexité-là. Chaque fois, ça s'évapore au dernier moment. Alors, jouissance, on parle de la jouissance, on en a au moins... sur cette figure quelques éléments quand même, oui. Hein, qu'il explique là. Par exemple, bon, on va partir, le sens par exemple. C'est un mode de jouissance. Quand vous comprenez un texte, vous en éprouvez un certain plaisir. Hein. Ça, c'est une modalité de jouissance
que Lacan va transformer en deux mots. Il va écrire jouissance, c'est-à-dire un jouit du sens. Et que donc, il y a un jouit qui antécède le sens, qui s'accompagne avec le sens, et on est plus de ce côté-là que du côté de la compréhension. Oui. C'est-à-dire que quand on écoute quelque chose, quand on lit quelque chose, on éprouve un plaisir qui n'est pas forcément lié à la façon dont on comprend un texte. Ça, c'est un premier mot. Il y a cette fameuse jouissance phallique qui s'origine pour des raisons mystérieuses, ou en tout cas qui est localisée pour des raisons inexplicables au niveau de l'organe mâle en particulier. On ne sait pas pourquoi c'est comme ça. Il n'y a aucune raison, que ce soit pour des raisons physiologiques, puisqu'on sait très bien qu'il y a des troubles, disons, on pourrait dire des symptômes sexuels qui ne sont pas du tout en rapport avec la sensibilité de l'organe, puisque l'organe il est toujours sensible, mais il y a des sujets qui n'arrivent pas à atteindre à l'orgasme. Alors en particulier, exemple bien connu actuellement, quand on donne des antidépresseurs, on donne des antidépresseurs et des anti-angoisses, des calmants. En gros. Donc on fait tomber l'angoisse. Et puis on prévient le patient en lui disant de toute façon vous aurez beaucoup de mal à atteindre l'orgasme. Hein? Et c'est vrai qu'il y a des chutes, comme on dit maintenant, parce que ça se dit beaucoup, chute de la libido chez le monsieur qui a pris des antidépresseurs. C'est surtout les messieurs à qui on fait ça. Et en fait, ça n'empêche pas d'avoir des érections, il n'arrive pas à l'orgasme. Parce que l'orgasme est un phénomène, disons, qui touche à la subjectivité, qui touche au rapport au signifiant du sujet, et qui en passe par l'angoisse. C'est pour ça que tu avais dit au début que l'angoisse, elle peut aboutir, et le but, son atteinte la plus satisfaisante, c'est l'orgasme. L'orgasme étant une angoisse réussie. Sinon, ça rebondit, ça rebondit, ça rebondit. Voilà, alors, premier type de jouissance. Une jouissance qui dépend de la langue, qui dépend donc de ce que Lacan appelle la jouissance du blablabla. Alors, vous voyez bien que c'est pas tout à fait pareil que la jouissance du corps, parce que la jouissance du blablabla, c'est une jouissance différente, par exemple, des satisfactions ou des jouissances du corps qu'on peut obtenir, par exemple, du fait d'avoir bien mangé, du fait de se faire bronzer au soleil, du fait enfin, toute une série de plaisirs qu'on s'offre dans la vie. C'est un peu différent. Là, c'est plutôt des jouissances qui sont du côté du corps propre que du côté du blablabla, même s'il y a du blablabla dans cette affaire. Ensuite, vous avez donc, et c'est du côté de la jouissance phallique qu'on peut parler de jouissance sexuée, puisque c'est quand même centré sur l'organe malgré tout. Hein. Chez les femmes aussi, de la même façon. Elles ne sont pas privées de jouissance phallique, les femmes. Elles l'éprouvent aussi. Jouissance de l'autre. Alors, cette jouissance de l'autre, vous la voyez, elle est à la jonction de la vie et du corps. C'est une jouissance du corps propre, mais qui est hors symbolique. Donc c'est une jouissance que Lacan définit comme impossible, d'abord parce qu'elle est réelle. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, c'est parce qu'elle est réelle, réellement éprouvée. Et ça veut dire aussi que dans la jouissance comme ça, il n'y a pas de sujet. Hein? C'est-à-dire que le sujet s'abolit dans la jouissance. Et donc il y a des jouissances que l'on peut éprouver du corps qui ne sont pas forcément accessibles à la compréhension du sujet, même si... Ni même à la perception, véritablement. Voilà, des trucs comme ça. Et puis, alors vous avez, voilà, et puis ensuite vous avez effectivement, donc, on a la jouissance du sens, premier type de jouissance, qu'on développera plus tard, jouissance phallique, donc la jouissance du blablabla, auquel le symptôme participe d'une certaine façon, et en même temps il n'en participe pas tout à fait parce que ça touche quand même au réel. Le symptôme il est quand même dans le réel. Hein? Mais vous voyez qu'il y a des frontières à franchir qui seront explorées petit à petit comme ça. Et puis cette jouissance de l'autre qui est ici, voilà, on a les trois grandes catégories de jouissance définies par Lacan. Il y en a d'autres, mais c'est déjà pas mal d'avoir ce repérage. Et vous avez l'objet ptita, cette fameuse objet ptita qui est obtenu donc de la prise du corps par le signifiant et qui est un reste. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que
du fait de l'incidence du signifiant dans le corps, il y a en quelque sorte une mortification de la jouissance du corps propre. Par exemple, Lacan en a parlé, il a vu ça, il a examiné les animaux. On sait bien que les animaux n'ont pas de manifestation de jouissance comme nous. Hein. C'est vraiment, ils sont assez peinards, les animaux. Si on les laisse tranquilles, ils mangent, ils chassent, ils se mangent de temps en temps entre eux, mais enfin bon, ça fait pas fuir les foules. Quand un lion attrape une gazelle, elle se débine, et puis dès qu'il a attrapé sa proie, les autres reviennent et mangent devant le lion. Donc de ce côté-là, ils ne sont pas dérangés par la jouissance phallique, les animaux. C'est ça que ça veut dire en gros. Alors quel est leur mode de jouissance? On n'en sait rien, on n'a pas le témoignage. Alors Lacan est allé très loin, pour ça. Il est allé interroger la jouissance de l'huître, qu'on peut voir que quand on touche l'huître, elle se rétracte, on peut penser qu'il y a quelque chose de sa jouissance qui est en jeu. Il est allé interroger l'orgasme sans fin des libellules. Vous avez tous vu des libellules en train de copuler, et toute cette série d'animaux comme ça. Il parle effectivement du singe qui semblerait avoir une jouissance qui pourrait de temps en temps se rapprocher de la nôtre, surtout quand il s'épouille, quoi. Il y a un certain plaisir à se toucher qui n'existe pas beaucoup chez les animaux. Ça se voit rarement. Bon, chez les chats, les chiens, parce qu'ils sont domestiques, il se passe des trucs différents parce qu'ils sont pris dans le langage. Ils ont affaire à la langue, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont domestiques. Et puis, il est allé, bien entendu, plus loin. Il est allé interroger l'arbre. Est-ce que l'arbre jouit? Ça aussi, on ne peut pas le savoir, est-ce que l'arbre jouit? Ce qu'on sait, c'est que, et c'est là qu'il rejoint l'histoire de la vie, il jouit de la vie quand même. On voit bien qu'un arbre peut être vivant ou mort, hein, et que donc la jouissance, c'est pas du côté de la mort, c'est au contraire du côté de la vie. Hein. Mais voilà. Limité à la vie du corps. Hein. Mais il y a un côté, justement, inquiétant à cette jouissance-là, pour nous, en tout cas, qui sommes soumis à la castration symbolique, c'est-à-dire à avoir été colonisés par le langage, c'est un excès de vie, quelque chose qui apparaît comme incontrôlable. Jusqu'à un certain point, c'est la vie, mais après, un excès de vie. Alors ça, le cinéaste le plus prolifique là-dessus, c'est David Lynch, bien sûr, puisque là, vous avez cette idée-là du réel dans les premières images de Blue Velvet, où on voit un Américain, comme ça. Alors, c'est des images idylliques, ça commence par une chanson, il y a des écoliers qui traversent le passage piéton, etc. Et puis, il y a un homme en train d'arroser son jardin, et puis, d'un seul coup, il est pris d'une crise cardiaque, et il s'effondre dans le jardin. Et là, la réalité, donc, laisse place au réel. Parce que la caméra de David Lynch donc, va filmer cette scène, qui est une scène de la réalité, donc du fantasme, et elle va rentrer dans les brins d'herbe, et à l'intérieur même de la terre, il y a une espèce de grouillement de tous les insectes, une espèce de survie, un truc comme ça, où la vie prend un autre aspect qui est terrifiant, c'est-à-dire le hors-sens de la jouissance pure, qui ne se soumet jamais au signifiant, au sens, quelque chose qui grouille et qui semble dépasser l'entendement, et c'est le passage de la réalité au réel, là, qui est sensible et qui nous permet d'articuler correctement ces deux notions, puisque quelque part la réalité, elle est juste parce que nous, on a un petit A qui fait qu'on cadre et on va donner du sens à tout ce qui est autour de nous, jusqu'à ce que, de temps en temps, s'il y a un petit trou qui se fait ici, vous accédez au réel, c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant et dérangeant. C'est là où on voit qu'il y a du réel. Alors oui, jouissance de l'autre, toujours. Oui. Cette jouissance, elle est angoissante. Hein. Oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est bordée par l'angoisse. Hein. Elle est angoissante parce que pour qui l'éprouve, elle est sans fin. Parce que au moins, dans la jouissance phallique orgasmique, une fois qu'on en a fait l'expérience, on sait que ça ne va pas durer trop longtemps. On s'en plaint d'ailleurs, on aimerait que ça dure un peu plus longtemps, mais en gros, ça s'arrête. Il y a une limite. On finit par être familier avec cette chose-là, mais
la jouissance de l'autre, comme ça, Oui. qui n'est pas bordée du tout. Oui. Parce que à ce moment-là, qu'est-ce que c'est que le corps? Là, on parle plus du corps de l'anatomie, là. Cette espèce de jouissance, ça fait apparaître que le corps, c'est une substance jouissante. Hein? C'est même ça qui est essentiel dans un corps, c'est que c'est une substance jouissante, et par conséquent, sans limite. On ne sait pas où ça va. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que les sujets, ils ont peur de ça. Ils ont peur de leur corps. Ils ne veulent pas y aller, parce que comment ça va s'arrêter, hein? Alors, je fais appel à toutes les femmes qui sont ici, qui doivent un peu connaître ce phénomène, et qui savent très bien que des femmes qui, par exemple, se disent frigides, c'est parce qu'au fond, elles ne veulent pas y aller, quoi, en gros. Hein. Elles sont terrifiées, elles ne veulent pas y aller, parce que dans la jouissance de l'autre, à ce moment-là, on perd toute notion de corps. Hein. C'est une jouissance, je dirais presque océanique, et qui peut durer au-delà de certaines limites. Alors Lacan parle effectivement de... On ne peut pas jouir du corps de l'autre. Impossible de jouir du corps de l'autre. Hein? Celle-là, oui, elle est hors symbolique, donc il n'y a pas de connexion. Sauf si on le coupe en morceaux. Sauf si on le découpe en morceaux. Alors en particulier, c'est vrai que ça existe. Hein, ça existe des crimes qui se produisent où des hommes agressent des femmes, et comme ils veulent absolument en jouir, ils finissent par la tuer, mais par la démembrer. Hein. Ils la démembrent vivante. Hein, c'est évidemment un passage à l'acte aberrant, mais on voit comment il est entraîné dans cette affaire-là. Donc, pas possible que ce soit autrement. Mais au niveau du corps propre, c'est pareil, parce que la jouissance, c'est une catégorie difficile à cerner, souvent incomprise quand on en parle. Oui. Ça veut dire aussi qu'elle ne se limite pas simplement à ce que nous appelons la jouissance phallique, qui ne se réduit pas simplement à l'orgasme du corps, de l'organe, mais qui participe de la langue quand on parle. Ça produit comme effet, si vous voulez, je suis paumé là. Alors, juste, je reviens sur le corps. Tout à l'heure, je t'ai paumé aussi, parce que quand on commence à parler comme ça... Non, mais tu m'as laissé partir et... Non, je te rattrape. Le corps. C'est ce que je voulais dire. Deux aspects, apparemment... contradictoire pour essayer de bien cerner cet aspect de jouissance. C'est l'effet surface et l'effet profondeur. C'est-à-dire que là, le corps, si je le considère comme une peinture, une photographie de femme sexy, j'ai une idée du corps d'une certaine manière. Si je rentre dans l'anatomie, c'est-à-dire la manière dont fonctionne en ce moment son pancréas, son truc-là, ça prend un côté inquiétant, et donc là on est dans le réel, l'excès du réel de la jouissance, et donc on a une différence entre la profondeur et la surface. Là c'est un terme, et on se dit où se situe le sujet à ce moment-là, et donc on a un deuxième repli dans le sujet qui est sur la surface. Et quand on regarde quelqu'un dans les yeux justement, et qu'il y a quelque chose qui transparaît de cet ordre-là, on est encore dans la surface du corps, mais on n'est plus vraiment, on est au bord de la jouissance, d'une certaine jouissance, en tout cas, de cette capacité de désir que nous avons, et dans ce repli-là, il est possible de percevoir quelque chose. Voilà, donc on a trois niveaux là où on peut justement, avec le corps, rétablir ces dimensions de la jouissance. C'est le titre de livre de Patrick, le spécialiste de la jouissance. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Bon, quelque chose d'énigmatique. Maintenant, bon, il y a suffisamment de... En tout cas, dans nos milieux de gens qui ont travaillé les textes de Lacan, pour que le terme de jouissance ne soit plus complètement inconnu quand même, puisque on en parle tout le temps, on essaye de saisir de quoi il s'agit. Ça commence à la chatouille. Oui. Vous savez qu'il y a un côté de douleur exquise dans la chatouille, hein, qu'à voir avec les enfants à un moment donné, et pourtant ça ne va pas très loin en fait. Ça peut aller très loin d'ailleurs, hein. Ça peut aller très loin, et ça va jusqu'à la grande flambée de tout le corps. Et à un moment donné, le corps ne tient pas le coup. Et maintenant, ça ne se voit plus en pathologie, mais il y avait des grands accès de maniaques comme ça, de sujets,
qui était pris de frémissements, de tremblements. À l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça encore, hein. On ne pouvait plus les arrêter et ils mouraient au bout de 2-3 jours, hein. Le corps ne tenait pas le coup. Ils finissaient par faire une syncope ou un arrêt cardiaque. Le corps ne pouvait plus tenir. C'est-à-dire que au-delà d'un certain seuil de douleur, le corps se dérobe. C'est d'ailleurs, vous en avez entendu parler récemment, le CIA l'a avoué, les tortures qu'on a infligées. Il y a quand même un type de la CIA, un des grands dirigeants, qui a fini par dire on a fait des choses répugnantes. Répugnantes. Ça voulait... Et ils ont même avoué quand même aussi que ça n'avait rien donné sur le plan de renseignement qu'ils auraient voulu avoir. Ça, on le sait depuis toujours. Donc, on voit bien en quoi d'ailleurs la torture est utilisée. C'est souvent, c'est pour faire peur, pas du tout pour obtenir des renseignements. De toute façon, les grands spécialistes, si on peut dire, il y a des grands spécialistes de la torture, mais enfin ça existe, qui disent que de toute façon, tous les hommes parlent sous la torture. Les Vietnamiens, ils avaient réglé ça d'une façon très simple. Quand vous êtes prisonnier des soldats américains, vous leur dites tout ce que vous savez. Et comme ils se mettaient à parler, on ne les torturait pas. Et les Américains les mettaient dans des camps, ils ont créé des universités, et pendant toute la période où ils étaient prisonniers des Américains, ben ils ont fait des études, les Américains leur ont fourni du matériel, et ils n'ont pas perdu leur temps dans des geôles pourries, comme on aurait pu les mettre, comme ça s'est passé en Irak, à Abu Ghraib par exemple, des choses comme ça, ils ont retourné la situation. Bon, cela dit, voilà, il y a une limite qui fait que le corps ne peut pas tenir dans ce registre-là, et il meurt, voilà. Il y a eu, si vous avez vu les images récentes de la guerre de 14-18, les fameux trémulants là qu'on mettait en ligne. Il y avait des centaines de soldats qui avaient passé des mois entiers sous les bombardements et qui étaient toute la journée pris dans des trémulations comme ça. Alors on les a hospitalisés à l'époque, on a commencé à comprendre que c'était pas des peureux, que c'était pas des lâches, c'était pas des déserteurs, c'est des gens qui étaient complètement plongés dans l'espèce de jouissance de l'autre, comme ça. Ils n'avaient pas en 14-18 les neuroleptiques dont on dispose maintenant, et ils les mettaient en ligne dans les hôpitaux, on les faisait marcher pour essayer de refaire des chaînes, essayer de mettre plusieurs corps en même temps pour que les corps prennent consistance. Vous savez, quand on est deux, on a deux. La jouissance, ça peut être de deux corps en même temps, ça peut, sans se correspondre, ça peut permettre de tamponner le trop de jouissance. C'est un effet comme ça. C'est pour ça que quand on est très angoissé, on a envie d'être avec quelqu'un pour partager quelque chose qui permet, le corps n'est pas suffisant, il en faut un autre, et puis un autre comme ça. C'est vrai, hein, c'est ce que je raconte, c'est tout à fait juste. Hein. Bien sûr. Je raconte pas des histoires. Non, mais c'est très important cette histoire, parce que c'est très important d'explorer toutes ces choses-là, c'est pas facile. C'est parce que Lacan dit qu'il est le premier au monde, d'abord à avoir donné une élaboration conceptuelle. Ce ne sont pas des concepts chez Lacan, mais une élaboration conceptuelle de la jouissance, et que, avant lui, jamais personne n'avait dit l'importance qu'avait la jouissance dans la marche du monde. Si ça se trouve même que le monde y marche à cause de la jouissance. Mais oui. C'est-à-dire qu'on fait des guerres. Hein, on pourra compter tout ce qu'on voudra, des guerres justes. On fait la guerre pour la jouissance. Et la jouissance, elle passe éventuellement par la prédation des biens des autres pour pouvoir en jouir à leur place. C'est ça la guerre. Hein. Alors, c'est donc une notion très importante. Et finalement, Lacan, il disait qu'il était à peine rentré là-dedans. C'est-à-dire qu'il ne considérait pas qu'il avait cerné toutes les modalités de jouissance qu'on pourrait développer et qui s'explorent dans la clinique. Hein. Voilà. C'est en ça aussi que la psychanalyse... La jouissance du symptôme, vous comprenez, les gens, ils jouissent de leurs symptômes. C'est colossal comme constat. Ça veut dire qu'il ne veut pas se débarrasser de son symptôme. Parce que d'abord, quand on est dans la jouissance, on est comme dans les sables mouvants, on ne peut pas en sortir, ça vous colle, puisque ça vous désubjective, et en même temps, vous y restez parce que vous savez ce que c'est un petit peu. Hein? C'est en ça que la psychanalyse, justement, est irréductible à la philosophie, qui n'aborde pas le corps. Voilà, mon Dieu. Parce que... Tu l'as dit. Parce que c'est la seule discipline qui aborde le corps. Voilà. Et qui l'aborde par le bon bout, c'est-à-dire pas un bout imaginaire qui vise un réel
donc qui va... Par le bout de la parlotte. Voilà, parce que c'est le seul bout par lequel on peut y accéder. Voilà. Sinon, on n'y accède pas, parce que ce n'est pas l'organisme, le corps. C'est quelque chose qu'on peut... le langage nous permet d'y remonter et d'en témoigner surtout. C'est-à-dire que si tu interroges une... Mais c'est ça le bout de réel. Même un chat, quand il ronronne, il doit être un peu dans la jouissance. Mais bon, tu te dis il ronronne, mais il te dit rien de plus. Mais non, ils sont idiots les chats. Non, ils sont idiots. Mais là, le truc du jia, là, par exemple, la jouissance de l'autre, ça, il y a un passage, je peux le dire quand même, parce que mes étudiants qui regardent le séminaire aussi, je leur ai donné à regarder un film qui s'appelle Counselor. Donc The Counselor, c'est le dernier film de Ridley Scott qu'il a co-réalisé avec Cormac McCarthy, qui est un de mes auteurs préférés, pour pas dire mon auteur préféré. Et donc c'est Javier Bardem là qui raconte à Brad Pitt. Donc il demande. Donc Javier Bardem, sa nana, c'est Cameron Diaz, et il lui dit She fucked my car. Donc elle a baisé avec ma voiture. Alors le Brad Pitt dit dans ta voiture. Non, c'est pas Brad Pitt, c'est Michael Fassbender. C'est The Counselor. Tu l'as vu? Ouais. Et donc il lui raconte cette scène absolument extravagante, donc d'une femme en train de baiser avec une voiture. Et l'autre lui demande mais ça t'a excité? Il dit too much gynecological for me. Beaucoup trop gynécologique pour moi. C'est-à-dire que là, la jouissance est absolument pas partageable. C'est-à-dire que c'est vraiment la jouissance de l'autre qui n'appartient pas du tout à ce registre-là. Donc, on voit que c'est un excès. De toute façon, la jouissance, elle est marquée par le signe de l'excès. Même si l'excès est moindre, c'est toujours du côté de l'excès. C'est un excès puisque c'est lié au fait que nous soyons parasités par le langage et donc qu'il y a toujours un excès, soit le corps, soit le langage, mais il y a quelque chose qui ne correspond pas. Il y a un creux entre les deux et on n'arrive pas à le connecter. Alors soit pour le langage, le corps apparaît comme un excès, soit être dans le corps, le langage, on n'arrive pas à s'en dépêtrer puisqu'il va filtrer toutes les représentations qu'on va se faire et c'est à partir du langage qu'on va pouvoir se faire une représentation du monde parce qu'on rentre dans cette scène-là de l'objet petit a. C'est comme le diaphragme à partir de quoi on peut voir le monde et donner un sens à ce qu'on voit. C'est ce que rappelle la psychanalyse, donc je vois qu'entre-temps... J'ai fait un petit diagramme. Ouais. Bon, alors, je vais le mettre là parce que c'est un petit... Vous, je ne sais pas si vous allez arriver à le lire. Bon, parce qu'il faut qu'on fasse... Moi, je ne me repère pas non plus très bien toujours, mais j'essaie de me repérer. Donc, l'important... Alors ça, il y a un renversement très important chez Lacan à ce propos-là, c'est que au début, il parlait du désir comme étant un désir de reconnaissance. Hein, et dont le premier objet, c'était le signifiant de sa reconnaissance. Donc il y avait une perspective pour lui dans la cure de réconciliation du sujet avec son désir. Ça se termine par don, soumission, grâce. C'est une sorte de sagesse, une sorte de pastorale aussi en même temps. Hein. Tout va bien, un jour on se réconcilie, on est bien, on est paisible. Et donc il y a eu plein de gens, il y a plein d'analystes qui sont comme ça, qui sont calmes. Et les gens disent, ah, vous êtes analyste, vous devriez être plus calme que ça. Hein, et alors même ils étaient allés très loin dans leur ascétisme, parce qu'il y a un côté aussi... comme ça, ils finissent par avoir un bureau où il n'y a aucun objet de façon à ce que l'analysant ne puisse pas s'identifier à l'analyste. Ils sont tout gris, et ils sont avec un costume gris, une chemise blanche, une cravate grise, et on ne voit rien, quoi. Hein, bon, rien de... Et puis Lacan, il renverse la vapeur. Il ne parlait pas de la jouissance au début, hein, c'était pas encore un terme introduit chez lui. Parce que la jouissance, c'était encore chez lui le fait que quand le principe de plaisir est débordé, et ben à ce moment-là, on entre dans la douleur. En gros, c'était ça. C'est ça que c'est Freud. Freud, il dit la jouissance est un mal parce qu'elle comporte le mal du prochain. Et d'une certaine façon, c'est vrai. C'est-à-dire que si on est dans la jouissance, on risque de traîner l'autre dans la jouissance. C'est ce qui se passe avec la perversion, et on fait souffrir l'autre. Bon. Donc, deuxième temps, vous allez voir, il introduit au moment du séminaire l'éthique de la psychanalyse, la jouissance
qui est au cœur de cet anneau comme un tore, avec au milieu c'est la jouissance, et autour c'est le système de représentation du sujet. Là c'est la première fois qu'il introduit la jouissance. Et renversement dans sa position, je vais très vite, il va dire que le désir est impossible à dire. Donc le désir, on l'attrape. Non seulement le désir est impossible à dire, mais son objet, on ne sait jamais ce que c'est. Donc on ne peut pas atteindre l'objet de son désir, parce qu'à chaque fois qu'on trouve un objet qui correspondrait à la satisfaction d'un désir, on s'en lasse et on en cherche un autre. C'est d'expérience courante, sauf pour certains qui ont la chance de rencontrer le partenaire. Ça arrive, il semblerait que ça arrive. Bon, enfin ça arrive. Et puis, par contre, il va dire que de la jouissance, alors par contre, on sait que, alors qu'avant, la jouissance était interdite à celui qui parle, autrement dit que le signifiant interdisait la jouissance, on ne pouvait pas la dire. Coupe de la jouissance. Oui, stop à la jouissance, il renverse sa proposition, il va dire que non, le signifiant, il est cause de la jouissance et il fait partie même de la substance jouissante du corps. C'est même une substance jouissante. Hein. Et donc, on sait que les gens jouissent parce qu'ils en parlent. Et on a un témoignage, c'est pour ça qu'on n'a pas le témoignage des jouissances animales, donc on ne sait pas de comment ils jouissent. Ils doivent probablement avoir des jouissances, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc voilà, il a développé ça. Alors moi j'ai fait un petit diagramme pour me repérer là-dedans, parce que c'est assez compliqué à retrouver. Au départ, il y a la chose. Voilà, la chose, le Das Ding, le fameux Das Ding freudien. Hein, je ne devais pas dire celui d'Heidegger, si tu permets. De Kant, tu peux dire. Non, pas Kant. Je veux pas de Kant. Le Das Ding. Bon, c'est le fameux Das Ding qu'il introduit dans l'éthique de la psychanalyse. C'est la chose. Mais en fait, il va dire, en gros, il va dire que c'est le corps propre. Le corps propre dans sa présence animale. Le nôtre, on ne sait même pas ce que c'est que notre corps, hein, parce qu'il ne faut pas croire qu'en biologie, ni en médecine, on ne sait pas ce que c'est qu'un corps. On ne sait pas ce que c'est que le corps vivant. D'ailleurs, toute l'anatomie pathologique de la médecine a débuté sur les corps morts, c'est-à-dire sur les dissections. Oui. Alors maintenant, évidemment, on a des engins qui permettent de visualiser l'intérieur d'un corps, mais c'est quand même assez grossier, quoi, qu'on le veuille ou non. Bien sûr qu'on peut voir des choses dans le corps, on peut repérer des lésions, des choses comme ça, mais ça ne nous apprend pas grand-chose sur le corps, en gros. On ne sait pas ce que c'est qu'un corps. Non. Alors, chose comme corps propre. Il y aurait donc ici la jouissance de l'autre. Hein. Voilà, une jouissance comme ça, localisée dans un corps. On sait qu'un corps, c'est fait pour jouir, parce que quand le corps il est mort, il n'y a plus de jouissance de ce corps-là. Il n'y a plus de jouissance. Alors on va nous sortir les revenants, bien entendu. Les gens ont des fantasmes. Il y a les revenants, manifestement, quand on nous les montre, vous avez vu comment ils sont meurtris. Ils n'ont pas grand-chose comme jouissance. Hein. Ils sont là, ils mangent. Ils sont ramenés, ils mangent et ils contaminent les autres comme ça. Bon. Donc c'est un fantasme de nous qui ne savons pas ce que c'est que la mort. Et donc, voilà, jouissance du corps. Incidence du signifiant ici, voilà, signifiant, incidence du signifiant sur le corps. Je le schématise comme ça. C'est ça qu'on appelle la castration. C'est-à-dire que le signifiant dans le corps, il rentre dans le corps, il coupe. Il coupe en zone érogène. Il y a des zones érogènes plus sensibles à la jouissance, la bouche, non mais là, comment ça s'appelle ça, la fente palpébrale, hein, la marge de l'anus et l'oreille, hein, voilà, c'est des lieux d'une jouissance privilégiée, plus sensible, corps érogène. Donc il y a un découpage du corps en morceaux. Vous voyez qu'on est passé d'un organisme vivant ici, vous voyez, ce qui devrait être là le corps en principe. Ça c'est l'organisme vivant. Nous, quand nous parlons du corps, nous parlons en termes de forme du corps, d'un corps qui a été, disons, fait comme tel par le signifiant. Parce qu'un organisme vivant, vous savez, c'est une machine en gros, hein, c'est une machine avec une homéostasie plus ou moins solide, et on peut le découper en morceaux. On peut enlever une main, l'organisme il continue, on peut enlever un organe, on peut faire des changements dessus. C'est-à-dire que le corps il a cette espèce de présence comme ça par sa jouissance. Donc castration, et c'est là que se constitue ce corps comme substance jouissante. C'est-à-dire que
Il y a un halte à la jouissance, d'une certaine façon. L'autre est barré, et on est dans le corps qui n'est pas dans le réel, même s'il y a des conjonctions ici. Et puis ensuite, ça va donner deux choses, le signifiant castration. Ça va produire ce qu'on appelle la jouissance phallique. Vous voyez, c'est là. Ça va produire la jouissance phallique ici, et ça va produire l'objet petit a, qui sera donc ce qui commémore la jouissance perdue. Cette jouissance originaire dont on ne sait rien, qui est celle du tyran de la horde primitive, celui qui jouit de toutes les femmes, donc une jouissance fantasmée mythiquement comme étant absolue, sans limite, il jouit de toutes les femmes. Alors Lacan, il rigole, il dit déjà un homme, il ne peut pas satisfaire une femme, alors toutes les femmes, on voit bien que c'est un abus, quoi. Hein. Ah oui, bon, un excès. C'est un mythe, et c'est solide d'ailleurs. Lévi-Strauss l'a reconnu comme étant un mythe moderne, le seul mythe moderne quand même. Hein. Il aimait pas beaucoup la psychanalyse, Lévi-Strauss. Hein. Bon, enfin, toujours est-il, voilà. Et on obtient, c'est un premier diagramme qui permet de cerner des bouts de jouissance à partir d'une structure qui est celle de la structure borroméenne. Et alors vous avez en bas, j'ai mis une flèche, quelque chose de complètement énigmatique, mais qui probablement est lié à la chose et au corps propre, c'est la jouissance féminine qui, elle, est hors langage. Non, hors langage. Donc c'est pour ça qu'on n'en parlait jamais. C'est Lacan qui l'a nommé, la jouissance. Bien sûr qu'il l'a trouvé dans des textes, il a lu des choses, mais c'est lui qui a nommé ça comme... C'est une nomination que Lacan a faite de jouissance féminine. Il est le premier à l'avoir fait dans l'histoire de la pensée. Il a parlé spécifiquement de la jouissance féminine, qui est donc une jouissance du corps, énigmatique, dont on ne savait rien, parce qu'elles n'en témoignent pas, parce qu'on ne peut pas en parler, puisqu'elle est hors langage, tout en étant pris dans la machinerie quand même. Parce que les femmes, elles ont affaire à la fois à la jouissance phallique, à l'objet petit a, et à une jouissance qui leur est spécifique. Donc, ça permet de se repérer. Alors, sur ce schéma qu'on a avec Lacan, on en a parlé tout à l'heure, vous voyez qu'il n'y a pas la place de l'autre. Il n'y a plus d'autre. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, l'autre, il est barré, il n'existe pas. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas d'autre. Hein. C'est une illusion nécessaire pour fonctionner, d'ailleurs. Alors donc, puisque ça vient de notre corps, en gros. Hein. Mais en même temps, vous voyez qu'il n'y a pas la place du sujet non plus. Pourquoi? Parce que Lacan est passé à une nouvelle étape de son enseignement, alors qu'auparavant, il parlait du sujet d'une façon très spécifique à la psychanalyse, que vous ne retrouverez pas en philosophie ou dans d'autres domaines, ou en psychologie, qui est souvent d'ailleurs confondu le sujet avec l'individu, des choses comme ça. Le sujet, c'était un sujet représenté par le signifiant pour un autre signifiant. C'était ça la définition du sujet, le sujet barré. Ce sujet représenté par un signifiant pour un autre signifiant pouvait mener à des raisonnements de pure logique, c'est-à-dire une espèce de logique coupée de toute attache au corps, de toute jouissance, c'est comme ça un espèce de truc complètement évanescent et en même temps algébriquement parfaitement encadré. Et Lacan, il a glissé là-dedans à un moment donné. C'est pour ça qu'il est allé jusqu'au mathème. Hein, et il s'est perdu un peu avec ça. Et les mathèmes, intégralement transmissibles. Et puis, quelques années après, il laisse tomber. Hop, fini le mathème. Et il va définir, avec ce nœud borroméen qui lui permet de circonscrire, attacher les trois catégories hétérogènes du réel, de l'imaginaire et du symbolique, il va l'appeler, c'est l'homme. En gros, il écrit L-O-M, l'homme. L'homme, donc, c'est au sens générique du terme, c'est aussi bien homme que femme, c'est l'homme, et c'est un être trinitaire, réel, imaginaire et symbolique. C'est un composé trinitaire. Donc on ne peut pas le placer, le sujet, là-dedans. Mais n'empêche qu'il y a la conjonction à ce niveau-là entre ce que Lacan appelle le par-l'être et le sujet. C'est-à-dire que le sujet, c'est un sujet qui existe en dehors du corps, puisque ça peut être un enfant avant qu'il naisse, ou des morts depuis longtemps qui continuent à exister dans le discours des gens vivants, et donc on voit bien que le sujet, il perdure, il est immortel d'une certaine façon. Socrate est immortel parce que on en parle encore, il est immortel. Il y a des gens qui deviennent immortels comme ça, parce qu'ils sont dans la chaîne prise, dans une chaîne signifiante, dans un dialogue
universel pour l'éternité, voilà. Ça va, donc la conjonction des trois va permettre de conjoindre le sujet du signifiant, mais le par-lettre, en tant que le par-lettre c'est un sujet, mais qui a un corps. Hein? C'est ça la nuance que va introduire, et on est au début, avec la troisième, on est au début de ce nouveau cheminement de Lacan. C'est pour ça que c'est très difficile d'attraper des choses, même dans ce texte qui est quand même assez lumineux, parce qu'il est tout le temps, comme ça, tout le temps en train de vaciller entre ses anciennes références et ces nouvelles qu'il est en train d'introduire. Très surpris lui-même, très bouleversé lui-même, parce qu'il en témoigne à son séminaire, de ce qu'il est en train de découvrir avec ça. C'est tellement nouveau pour lui et tellement à la limite, il en parle comme, il dit c'est pas sans horreur qu'il rentre là-dedans, sans horreur de savoir, il le dit, mais il peut le faire aussi parce qu'il est soutenu par un mathématicien qui l'aide, c'est-à-dire qu'il lui confirme que tout ce qu'il avance comme propriété borroméenne de l'homme, hein, du par-l'être, ce que nous appelons le par-l'être, hein, il est être parce qu'il parle et non pas être parce qu'il y a le verbe être. Hein. C'est ça la nouveauté du truc. Ça va lui permettre d'avancer et donc de bouleverser complètement toutes ces catégories de ce fameux, le réel, bon, vous comprenez, le désir comme, passer du désir de reconnaissance au désir comme impossible à dire, alors comment on fait avec ça? Alors on l'interprète, oui, mais on l'interprète ponctuellement. Mais quand on fait une interprétation du désir dans la cure, on désigne jamais l'objet du désir, ni ce qu'il cause. On pointe un signifiant qui fait capiton, qui permet de se repérer. Et quand on arrive avec Freud, son histoire de désir indestructible, qu'est-ce que c'est que ce truc, le désir indestructible? Il en parle à la fin de la science des rêves, hein, on en a parlé. Qu'est-ce que c'est? Alors, le réel comme indestructible, il en parle qu'une seule fois. Qu'est-ce que ça peut être? Tout le monde s'imagine que c'est un truc d'éternité, ce truc-là. Hein? C'est-à-dire qu'il n'y a plus la mort, il n'y a plus la vie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ça se conjoint avec le désir qui est du côté du réel, comme impossible à dire. Hein? Voilà. Tout ça, c'est des perspectives pour la suite. Hein? On va rester là, on peut peut-être discuter un peu, si on a le temps. On a parlé beaucoup aujourd'hui, non? Oui. Bon. Je ne sais pas si ça n'a pas été... C'est un peu brouillon, moi je ne sais pas. Oui. Hein? Ouais, c'est très difficile. En fait, comment on voit le rapport entre jouissance autre et symptômes? Du coup, entre le... jouissance autre et symptômes. Parce que le symptôme, c'est dans le schéma, c'est plus proche à jouissance autre, jouissance panique. Il est dans le symbolique. Eh oui, c'est vrai que la jouissance du symptôme, hein, c'est une jouissance. C'est pour ça que Lacan va l'appeler comme un événement du corps. Dans ce schéma-là, le symptôme n'est plus une métaphore, une construction langagière simplement, même s'il est déterminé par le langage, c'est quand même un effet de la langue sur le corps propre, quand même, c'est un événement du corps, hein, avec des effets, mais en même temps, il y a une jouissance du symptôme qui est propre au symptôme, et c'est celle-ci qu'on n'en débarrasse jamais le sujet de ce truc-là, et qui se manifeste par une espèce de stéréotypie propre à chacun, un mode de jouir de la vie qui est répétitif, que chaque sujet peut petit à petit repérer, c'est avec ça qu'il a affaire. Vous voyez, effectivement, ça c'est une question essentielle. Il est ici, alors que sur le schéma d'avant, on pourrait considérer que c'est une métaphore encore ici. Hein, puisque c'est un montage du réel par le symbolique. Puisque c'est effraction du réel dans le symbolique, et le symptôme serait un montage, ça serait encore une métaphore. Là, ce n'est plus une métaphore. C'est une inscription directe sur le corps, du signifiant sur le corps, avec une jouissance qui est du corps. Et l'inconscient est un des effets de cette prise du corps par le signifiant. C'est-à-dire que l'inconscient, il est l'expression d'un nouage du corps propre avec la langue parlée,
et qui échappe à toute possibilité d'être interprété, et qui est réel, quoi, qui est vraiment quelque chose. C'est pour ça que Lacan va le désigner comme étant réel. Il l'a toujours posé la question. L'inconscient est-il imaginaire ou réel? Et à la fin de son enseignement, il a dit non, il est réel. Donc même quand on est dans la cure analytique, c'est pour ça que l'interprétation de Lacan est très importante, quand on est dans la cure analytique, même si l'inconscient est considéré comme un savoir supposé, l'intervention analytique pour Lacan, qui est une intervention qui joue du non-sens, vise le réel qui est dans le savoir inconscient, qui sera jamais mis à jour par le sujet, tout simplement parce que c'est un savoir sans sujet. Donc à chaque fois qu'on attrape un bout de sens, ça donne du sujet, bien sûr, un sujet du sens, mais ça ne donne pas la clé du savoir inconscient qui continue à fonctionner. Voilà. Et pour les psychosomatiques, est-ce que c'est plus proche à jouissance autre? Alors, attendez, pour la psychosomatique, là, vous me poussez dans mes derniers retranchements, je dois dire. Écoutez, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la psychosomatique pendant longtemps, avec des grands... On a beaucoup travaillé, y compris faire des présentations de cas et tout. On n'a encore jamais pu démontrer que les manifestations que l'on appelle psychosomatiques soient induites par le signifiant. Jamais. Alors, je vais vous dire ma pensée là-dessus quand même, c'est comme ça. Freud ne parle pas de psychosomatique, vous le savez. Il laisse ça de côté. Alors, il parle de névrose d'angoisse, il parle de névrose de guerre. Donc, il y a manifestement des effets du signifiant sur, je dirais, les fonctions du corps. Hein, c'est vrai, quand on est très angoissé, on peut avoir des manifestations digestives, mais quand on a trop travaillé, on n'a plus sommeil, donc ça intervient sur le sommeil, c'est des manifestations subjectives liées au signifiant, des choses comme ça. Nous étions partis dans nos travaux sur l'idée qu'il fallait, pour affirmer quelque chose de psychosomatique, il ne fallait pas que ce soit une conversion hystérique. Hein? La conversion, on sait très bien que ça touche le corps imaginaire et que ce n'est pas du tout une lésion organique. Donc on avait comme exigence la lésion. D'autant plus qu'il y a une médecine psychosomatique très développée avec des tas de maladies psychosomatiques qu'on nous décrit. Lacan, il a une théorie de la psychosomatique extrêmement élaborée. Il n'a jamais cité le moindre nom de maladie psychosomatique. Alors, pour aller le plus loin possible, est-ce que chez l'homme, il y aurait comme ça une atteinte du corps par le signifiant qui déterminerait des types de maladies échappant, disons, au domaine de la biologie, ou en tout cas aux moyens de la biologie, aux explications des maladies? Tous les animaux, pas seulement les animaux domestiques, mais tous les animaux, même sauvages, parce qu'on les retrouve quand ils sont morts dans la brousse, même des animaux sauvages qui n'ont jamais été en contact avec l'homme, ils ont du psoriasis, ils ont toutes les maladies qu'on décrit. Alors, est-ce que ça existe, la psychosomatique? Moi, je ne suis pas sûr, et je pense que on n'intervient pas là-dessus. Il parle de la lettre, il semble. Comment? Il parle de la lettre dans la psychosomatisation. Parler de la lettre. La lettre. Qui? Lacan. La lettre dans la psychosomatisation. Alors, il parlait pas de la lettre. Il disait Lacan, sa théorie, c'était qu'il y avait une holophrase, en gros. C'est une holophrase, donc c'était une gélification du signifiant. Alors, une gélification du signifiant, ça veut dire que le signifiant n'est plus un signifiant, puisqu'il ne s'articule pas, c'est un gel, hein, ça se gèle, et ça produirait des lésions du corps. Il n'en a jamais décrit nulle part. Alors, on est allé voir même un texte de comment il s'appelle celui-là? Rabelais. Il raconte une histoire de paroles gelées.
Ça se passe dans les pays nordiques. Il y a eu une bataille dans une plaine très froide. Et bon, la bataille s'est passée plusieurs siècles auparavant. Et il y a des morceaux de glace. Alors un jour, des gens arrivent là, ils voient ces morceaux de glace, ils les prennent, et comme ils ont besoin d'eau pour boire, ils les mettent dans une bassine d'eau, ils les font bouillir, et pendant que ça fond, on entend le bruit de la bataille. C'est un mythe, ça. C'est une invention, une invention d'écrivain, ça. Hein, les paroles gelées. Ça rejoint le gelé de Lacan, la gélification de la chaîne signifiante, hein, l'holophrase. Il y a des holophrases dans toutes les langues, ça ne détermine pas forcément des lésions du corps. Alors ça, c'est une chose... moi, j'ai pas résolu ça, je veux dire que je m'intéresse plus à la psychosomatique, parce que je rencontre trop de gens qui font de la psychosomatique en réinterprétant après coup, avec leurs préjugés, des maladies. Zorn, par exemple, qui a eu un cancer, et qui finit par écrire un livre qui est très connu, étudié par tous les spécialistes de la psychosomatique, et qui décrit son cancer en termes d'histoire. C'est-à-dire que lui, il détermine que son cancer est venu, je ne me souviens plus les détails, le jour où sa mère est morte, et que là, les premières cellules se sont constituées. C'est des rationalisations après coup. Alors, si vous recevez en consultation quelqu'un qui est allé voir des médecins parce qu'il a des brûlures d'estomac, parce qu'il a des fibromyalgies, parce qu'il fait des crises d'asthme, parce qu'il a des psoriasis, parce qu'il a des maux de tête, hein, des choses comme ça, et qu'on lui a toujours dit qu'on ne savait pas ce que c'était, si vous lui donnez des significations comme ça, il va les attraper et lui-même, il va se mettre à réinterpréter sa propre lésion à partir de choses qui sont des rationalisations après coup, dont on n'a pas du tout la preuve. Hein, le bouquin de Marie Cardinal, hein, les mots, là, les fameux mots. Elle est morte de son cancer, hein, elle avait cru guérir parce qu'elle avait fait une analyse, elle n'a pas guéri de son cancer parce qu'elle avait fait une analyse, elle a eu une étape d'amélioration pendant quelques temps, et puis c'est reparti. Alors, en cure, on voit des personnes qui viennent vous voir, ils viennent parce qu'ils ont des psoriasis ou des choses comme ça, ou des eczémas, et puis quand ils entrent dans la cure, ils n'en parlent plus du tout. Pourquoi? Parce que c'est des maladies qui se produisent par poussée. Hein, elles surviennent, on ne sait pas pourquoi, elles disparaissent, on ne sait pas pourquoi, elles s'étendent à tout le corps, seulement le sujet, comme il lui arrive des événements contingents dans son existence, il va faire des raccords qui sont des rationalisations secondaires. Ça, c'est ma position. Hein. Moi, j'ai écrit un texte là-dessus, j'ai jamais été interpellé par les psychosomaticiens, jamais. Parce qu'ils ne viennent pas contester mon truc, moi je conteste l'existence de la psychosomatique telle qu'on en parle. Parce que ça suppose une conception du psychisme qui ne correspond pas... qui est le contraire de ça. Qui ne correspond pas aux coordonnées... On est dans un autre champ sémantique, là, quand on est dans la maladie. Le jour où on viendra me prouver qu'un cancer, il est causé par un deuil, j'y crois pas. J'y crois pas. Et inversement, est-ce que justement un travail, il y a des accompagnements analytiques de certains les services de psy, dans les services d'oncologie et tout ça, est-ce que vous pensez que ça peut avoir un effet dans la guérison? Qu'est-ce qu'il y a dans les maladies lourdes, est-ce que... écoutez, la médecine moderne, elle ne tient plus compte du sujet, vous comprenez? Les gens sont maintenant... ça s'est passé très vite. Moi, quand je faisais mes études de médecine, dès la première année de médecine, on allait à l'hôpital, dans les salles des malades, on nous confiait comme étudiants, alors qu'on ne savait rien, des malades, donc on avait des liens avec eux, et on était chargé de les interroger, de marquer leur histoire. Donc on entraînait des liens de transfert, parce qu'en la médecine, il y a du transfert, mais bien sûr, les médecins n'interprètent pas le transfert, mais il y a un lien transférentiel, puisque le médecin, c'est celui qui sait, hein, c'est le supposé savoir. Donc il y a cette espèce de dimension. Maintenant, c'est plus du tout ça. Ils sont plus sujets pour la médecine. On est réduit à des corps, hein, on n'est que des corps. Vous allez à l'hôpital, on ne vous demande plus rien, j'en fous.
Mais justement, Patrick, ce que je... Alors l'amélioration, attends, je finis. Évidemment, moi j'ai eu, bien sûr, en analyse des gens qui ont fait des cancers, qui sont même venus me voir à l'occasion d'une découverte d'un cancer, bien sûr. Seulement, évidemment, soutenus par une parole analysante, ils ont affronté la chose, même si c'était effroyable, ils l'ont affronté d'une façon différente. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus l'angoisse térébrante, c'est-à-dire qu'il y avait un rapport au réel qui faisait que ils savaient ce qu'on leur faisait, point de vue de biologie, ils savaient les effets que produisaient les chimiothérapies, ils savaient comment, disons, apprivoiser une intervention majeure qui serait l'ablation d'un sein, avec tout ce que ça représente comme deuil à faire. Donc effectivement, ça les soutient. Alors de là à dire que ça les... qu'il y a une origine psychique, je ne crois pas. Je pense que par contre, de redonner à un sujet, quelles que soient les situations, sa dimension de sujet parlant, sa vie est mieux. Hein. Moi, c'est comme ça que je le conçois. Hein. Il faut quand même se dire que la psychanalyse n'est pas toute puissante. Et puis, pour Lacan, c'est très clair, il dit qu'il n'y a pas de coupure entre le psychique et le physique. Hein. Donc, même les animaux, ils ont un psychique. On ne sait pas ce qu'il est parce qu'ils ne parlent pas. Il dit que la coupure, elle ne passe pas entre le psychique et le physique. Il dit ça, il l'a dit de toujours. Pour lui, il n'y a pas de problème. Mais il y a une coupure entre le psychique et le logique. C'est-à-dire raisonner en face d'une maladie en termes de logique du maître, ce que fait la médecine, c'est pas pareil que le raisonnement qui se fait dans la cure. Seulement, si on distingue les logiques d'approche d'un sujet, dans la cure, par exemple, on peut faire un diagnostic clinique de maladie organique et pas attribuer systématiquement à quelqu'un une origine psychique de quelque chose qui est en train de lui arriver. Autrement dit, on lui dit, allez consulter là. Hein. Là, il parle de quelque chose qui n'a rien à voir avec la névrose. Il y a quelque chose dans le discours qui n'est pas le même, parce que c'est plus de l'ordre de son fantasme qu'il est en train de développer. Il y a une espèce de réel qui vient là bouger les lignes, qui procède d'une autre logique. Et la seule chose qu'il a à faire, c'est d'aller consulter un discours capable d'avoir un outil logique pour l'aborder. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Hein. Oui, la psychanalyse détourne toujours les symptômes, en fait. Il ne se bute pas sur le symptôme. Voilà. Ben oui. Ben oui. Elle est même allée parler juste de psychosomatique aujourd'hui. J'ai écrit un article, il est sur mon site. Un fétiche pour les ignorants. La psychosomatique. Parce que j'ai développé tout ça. Je suis allé interroger des vétérinaires, je suis allé interroger des types qui voyageaient, qui s'occupaient des biologistes qui s'occupaient des animaux sauvages. Ils disaient, mais oui, bien sûr, on retrouve un lion mort dans la brousse, il a eu aucun contact avec les êtres humains, il a des plaques d'eczéma, là, il a des maladies, oui, on a des animaux sauvages, des éléphants, ben bien sûr, ils font de l'asthme, ils ont de l'asthme. Hein, ils font des maladies comme ça. Ben oui, il y a des singes qui perdent leurs poils, ils ont des calvities. J'ai posé la question parce que vous parlez de la lettre, tout ça. Oui. Moi, ce qui m'a surpris chez Lacan, c'est qu'il a une théorie extrêmement élaborée de sa psychosomatique. Il n'a jamais nommé la moindre maladie psychosomatique. Je lui ai dit un jour, je lui ai dit, mais alors, il y en a une, dites-la moi. Il a rigolé. Mais les gens qui ont une autre conception de l'appareil psychique, évidemment, ils pensent que oui. Ça, c'est une confusion entre le psychique et le logique. Parce voilà, qu'ils ne font pas l'écart entre le psychique et la logique. C'est parce qu'ils font une séparation entre psychique et organique. Alors que non, elle n'est pas là, la séparation. Parce que on pourrait dire que le psychique, c'est-à-dire, on pourrait dire même, on pourrait parler de la forme un peu.
la forme, elle intervient sur la structure. C'est-à-dire que le développement d'un individu, c'est pas simplement à partir d'un noyau originaire, comme une graine, qui va donner un chêne. Bien sûr qu'un chêne, il vient d'un noyau. Mais dans l'organisme vivant humain, la forme, elle compte. C'est-à-dire qu'un animal qui vit avec des congénères, son développement n'est pas le même que s'il est solitaire. Et chez les humains, c'est pareil. Hein? Les enfants ressemblent aux parents, probablement parce que c'est l'image de leurs parents qui induit leur développement, c'est le phénotype, comme on pourrait dire ça comme ça, et donc ça a des effets. Deux jumeaux vrais, si vous les séparez dans la vie, ils finissent par plus ressembler. Hein? Et il y en a souvent un des deux qui va moins bien que l'autre, parce que pour des raisons que le miroir fonctionne plus, il y en a un qui est plus costaud que l'autre, pour des raisons subjectives, et voilà, ça arrive. Hein? Jean Rostand, il disait, ça, moi je trouve ça extraordinaire, j'ai lu ça dans Jean Rostand, il a sorti, je sais pas, en 1960, le monde se bardotise, c'est-à-dire que plein de femmes à l'époque, quand Brigitte Bardot a été à l'acmé de sa renommée, que toutes les femmes lui ressemblaient, beaucoup de femmes voulaient lui ressembler, et que finalement, et ça continue encore. Claudia Schiffer, c'est un descendant de Brigitte Bardot. On espère que le monde ne va pas se hollandiser. Ça commence. Non mais des femmes qui ont des femmes qui ont un impact comme ça, il y en a pas eu beaucoup, parce que il y a beaucoup de Marilyn Monroe, il y a beaucoup de Brigitte Bardot, puis voilà quoi. Il y a beaucoup d'Emmanuel aussi. Beaucoup de Emmanuel. Il y a beaucoup d'Emmanuel Val. Ah bon? Non, Emmanuel. Ah, Emmanuel. Ouais, mais Emmanuel, elle était typifiée côté Bardot, elle. Elle était déjà bardodisée. Si. Ah oui, il y a un côté Bardot. Regardez bien, vous verrez. Dans la fameuse scène. Non, stop. Moi, ce qui me frappe, c'est la mannequin Claudia Schiffer. C'est incroyable le mimétisme avec Bardot. Elle ne le sait pas, elle ne pense pas qu'elle ressemble à Bardot. Elle. Et son succès, ça doit venir de là, je crois. Non, mais tout le rapport de la forme à la structure, ça, c'est des questions que Lacan a posées jusqu'à la fin de son enseignement. Et il dit, ne peut pas trancher. Est-ce qu'on parle de structure ou est-ce qu'on parle de la forme, hein? Donc même les schémas au tableau, il était là, après tout, je vous embarque dans l'imaginaire d'une représentation, c'est peut-être pas la structure, heureusement que la structure est identique à sa forme, mais c'est toujours la même chose, quoi. Et c'est vrai qu'on ne peut pas se passer de forme pour vivre. Et les biologistes, les vrais biologistes sérieux, ils vous disent très bien qu'actuellement, dans la génétique, d'ailleurs ils disent que la génétique ça n'existe pas, les gènes n'existent pas, c'est des artefacts de représentation des appareils, c'est autre chose, on peut repérer bien sûr de l'ADN, ils ne savent pas faire, il n'y a pas de lien entre le génotype et le phénotype, on ne peut pas l'établir. C'est quand même, et il considère lui que probablement la structure qui intervient dans le développement est peut-être extérieure, quoi. Elle influe sur le... C'est-à-dire que vous prenez la forme du réel dans lequel vous vivez. Je sais pas, j'aurais lu beaucoup les choses, mais pareil, ça veut dire que le réel intervient sur notre forme d'une façon beaucoup plus prégnante qu'on peut sur notre développement d'individu que l'on pense vraiment. C'est pas parce que voilà, hein, l'histoire des yeux bleus, tout ça, les parents les yeux bleus, l'enfant les yeux bleus, c'est pas vrai. Il n'y a pas de gène, c'est pas vrai. C'est statistiquement à peu près sûr, mais ce n'est pas vrai du point de vue biologique. Tout ça, c'est des grandes questions, ça. C'est des questions qui sont... Et pourtant, il y a quand même beaucoup de succès chirurgiens. Beaucoup de... Actuellement. Succès dans la chirurgie. Oui. Ah non, mais j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de progrès en médecine et en chirurgie. Hein, j'ai pas dit ça. Il y a beaucoup de progrès aussi en médecine. Oui. Bien sûr. Mais ce qui différencie la chirurgie esthétique d'une prostituée, c'est que la prostituée, il y a des trucs qu'elle ne fait pas.
Voilà. Quoi? T'as dit quoi? Le problème, c'est que la médecine moderne est coupée de ses racines subjectives. Et c'est irréconciliable, quoi. C'est irréconciliable. En faculté de médecine, ils n'étudient pas la psychanalyse, on leur apprend de la psychologie comportementale, c'est terrible. C'est un problème en médecine. Bon, on va peut-être en rester là, enfin, pour la caméra peut-être.